Très heureuse d'être parmi vous, mesdames et messieurs, pour vous présenter ce magazine Info 7. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de recevoir Clément Kankou, qui est président du mouvement pour le renouveau et coordonnateur de l'Union pour la Nation. Bonsoir, Clément Kankou. Bonsoir, Madame Paulette. Comment se porte votre parti et votre plateforme? Mon parti se porte assez bien. La plateforme se défend. L'Union pour la Nation. Union pour la Nation. Ça compte à peu près combien de partis aujourd'hui? Une trentaine de partis. Une trentaine. Et combien sont présents dans l'Assemblée nationale? Malheureusement, un seul. Votre parti seulement? Notre parti seulement. Avec combien de députés? Un seul, mais je sais que je dis malheureusement un seul. Donc c'est vous qui représentez la plateforme. Et comment est-ce que vous jugez votre participation aujourd'hui à l'Assemblée nationale? Vous pensez que l'opposition joue réellement son rôle dans l'Assemblée nationale? Vous avez l'impression d'être frustré? L'opposition essaie de jouer son rôle, joue son rôle, mais nous sommes butés à une espèce de musellement de la part du bureau de l'Assemblée nationale qui a apparemment reçu pour mission de caporaliser les députés nationaux. Je dirais sans crainte d'être contredit que nous ressemblons plus aujourd'hui à l'Assemblée nationale à une caisse de résonance de la majorité présidentielle, pour ne pas dire c'est la loi de la majorité, ils sont majoritaires. Mais il y a des principes à respecter. La démocratie a ses principes. Quand vous avez accepté d'avoir comme mode de gestion la démocratie au sein de l'Assemblée nationale, on ne demande pas qu'on puisse renverser la vapeur, mais nous demandons tout simplement qu'on nous laisse faire notre travail. Quand un député national est engagé dans une action quelconque, il faut lui laisser faire son travail. On ne doit pas user de cette majorité mécanique pour faire obstruction à toute initiative qui vient de l'opposition. Et malheureusement... Donc aucune de vos initiatives est passée depuis que vous êtes je dirais peut-être 1% des initiatives des membres de l'opposition, et même certains de la majorité qui se plaignent en coulisses. Mais je dirais que c'est tout à fait déplorable parce que l'Assemblée nationale a comme prérogative aussi bien contrôler que légiférer. Donc si on nous ampute de cette attribution qui, ma foi, est essentielle pour relayer les aspirations, les préoccupations de la population, je crois que notre présence dans cette salle, je crains que cela ne puisse pas se justifier aujourd'hui. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons prendre le premier thème. Comme vous le savez, les dimanches d'aujourd'hui semblent être assez tendus. Beaucoup de Quinois sont restés à la maison parce qu'on attendait le retour d'Étienne Tshisekedi. Étienne Tshisekedi est arrivé aujourd'hui à Kinshasa. Donc, Congo Web Télévision est allé voir sur le terrain qu'est-ce qui s'est réellement passé. Et nous allons suivre la communication du ministre de la Défense. Pour lui, fini le temps de l'impunité au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. C'est en substance ce communiqué qu'a dit le ministre de la Défense. Et nous allons suivre enfin le point de presse de la MONUSCO. Suivons. Tout serait parti des derniers affrontements entre les deux factions du M23 dans le territoire de Rutshuru. Le vice-premier ministre de la Défense explique. Ceux favorables à Bosco Tanganda se sont retirés vers Tchanzu et Bunagana, alors que ceux favorables à Makenga Sultani se sont dirigés vers Kunyoni,
Mbouzi, ainsi que sur les hauteurs de Tamougueng. Pendant ce mouvement de retrait, d'autres groupes armés sont apparus dans les localités abandonnées par les M23. Après échange d'informations avec la MONUSCO, il s'avère que quelques éléments des FARDC se seraient compromis dans des exactions, viols et pillages. Sur le champ, le chef d'état-major des FARDC va procéder aux sanctions, lesquelles seront suivies par un arrêté ministériel du ministre de la Défense. Alexandre Lubatambo le reconnaît, la construction d'une armée forte en RDC doit encore faire face à beaucoup de difficultés. Il y a au sein de l'armée, certainement, des personnes issues des mêmes communautés en conflit au niveau du Nord Kivu, qui n'est pas toujours facile au commandement de surveiller les actes des militaires à tout moment et d'empêcher que l'un ou l'autre ne tente ou ne profite de la situation, surtout en période où les troupes sont en repli ou en débandade après avoir perdu une bataille, de commettre des actes de vengeance dans le cadre des conflits qui caractérisent cette partie de la République. Pas question pour autant de tolérer l'indiscipline. Le vice-premier ministre de la Défense nationale rassure quant à la détermination du gouvernement d'assainir ce secteur pour mettre sur pied une armée saine et républicaine. Pour cela, il faut du temps, mais aussi de la compréhension, a renchéri Alexandre Lubatambo. Le rituel a été respecté ce mercredi à la MONUSCO. Les mêmes acteurs de la mission onusienne au Congo étaient, encore une fois de plus, devant les mêmes journalistes ou presque. Dans le chef des responsables de la MONUSCO, la même phraséologie, comme si c'était du copier-coller et comme si sur le terrain, rien n'avait changé. Le porte-parole militaire, Félix Prosper Bassé, est resté fidèle à sa partition de tous les jours. La situation sécuritaire, c'est son dada. La situation sécuritaire au Nord Kivu a été dominée par des divisions au sein du M23, ayant poussé ces éléments armés à se retirer de plusieurs positions occupées depuis juillet 2012. Le tout s'est passé comme si les forces onusiennes n'étaient pas présentes sur le champ de bataille. Des forces rebelles se sont affrontées non loin des positions de la MONUSCO. Le 24 février, des combats opposant des troupes loyales à Sultan de Makenga et celles de Bosco-Tagada se sont déroulés dans la localité de Rutshuru. Du 27 février au 4 mars 2013, des combats se sont poursuivis entre les FARDC et les éléments de l'Alliance des Patriotes pour un Congo libre et souverain, APCLS, à Kitshanga. 70 civils blessés ont été admis à l'hôpital de Kitshanga. La Croix-Rouge et les Médecins sans frontières ont reçu respectivement 29 et 12 corps sans vie. Un civil blessé a aussi succombé à ses blessures et approximativement 50 maisons ont été incendiées. Heureusement, la mission des forces dont le président Museveni a dit être venu faire du tourisme militaire devra être renforcée par un mandat spécial du Conseil de sécurité des Nations Unies, cela avant fin avril prochain. Ce nouveau mandat renforcé pourra peut-être modifier le comportement et l'attitude des forces onusiennes sur le terrain. Clément Kankou, votre réaction à chaud en voyant ces images de l'arrivée d'Étienne Tshisekedi? Je crois que les images parlent d'elles-mêmes. Le président Tshisekedi jouit encore de popularité, une grande popularité au sein de la population. Et cela va de soi. Je crois que ça ne surprend personne. Et je pense aussi que c'est encore un autre message clair. Quand vous suivez en filigrane ce que la population dit, il y a un message très clair qui est dit. Je crois que chacun de nous devra en tirer toutes les conséquences, tout simplement. Mais la police congolaise a quand même bien joué son rôle. Elle a encadré le président Étienne Tshisekedi jusque chez lui à la maison. Il n'y a pas eu trop de casse. En tout cas, il a bien fait son travail. Ce que nous demandons à cette police, qui est une police qui doit rester républicaine, une police qui doit rester au milieu du village, nous demandons tout simplement à la police de jouer son rôle, de sécuriser aussi bien l'opposition que la majorité,
Et ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire qu'on demande. C'est tout simplement de faire leur travail sans se plonger dans des querelles, parfois d'ordre politique, dont, à la limite, ils ne sont même pas concernés. Vous avez suivi le ministre de la Défense. Fini l'impunité. Cette fois-ci, on va sévir face aux militaires qui commettent des exactions. Bah, écoute, il y a de quoi rire. Hein. Je crois que le ministre nous donne l'impression d'être peut-être inconscient ou irresponsable au vu de ce qui se passe à l'Est. Et quand nous savons qu'ils sont prêts aujourd'hui à signer un accord avec le fameux M23, un accord qui va... Quel accord? C'est ce que nous apprenons ce sont des bruits de couloir. Hein. Nous apprenons qu'ils sont prêts, de toutes les façons dans ce pays, tout se sait. Ils sont prêts à signer avec une défraction ou sinon avec tous les M23 des accords qui avec Sultani Makenga? Apparemment, les mêmes accords tels qu'ils l'ont fait avec le CNDP. Espèce d'amnistie, ou je ne sais pas, je ne vais pas mettre la charrue avant le bœuf, mais je crois que le ministre devrait faire très attention à ce qu'il dit, parce que cela pourra lui être demain opposé. Si demain on voit qu'on retombe encore dans le même cycle d'impunité, rente ou donner pratiquement gain de cause à ceux qui ont pris les armes, et si ça continue, je crois qu'il va se contredire malheureusement une fois de plus. Je pense tout simplement que ce sont des propos à la limite irresponsables et inconscients en ce moment-ci. Et votre point de vue par rapport à la MONUSCO, cette fois-ci, peut-être qu'on va renforcer son mandat parce que trop de choses ont été dites, surtout d'une façon négative par rapport à cette mission des Nations Unies? Je crois, à mon avis, qu'il faudra faire le point avec la MONUSCO parce que il y a quand même à peu près, je crois, 20 000 hommes ici au Congo et depuis qu'ils sont là, il n'y a pas eu beaucoup de changements. Et la cerise sur le gâteau, c'était la prise de Goma par les M23, alors que la MONUC avait annoncé qu'on ne prendrait jamais la MONUSCO. A donné ses raisons, elle n'a pas ce mandat-là d'affronter ou de faire la guerre, en fait. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut absolument qu'on puisse faire le point. Si le mandat de la MONUSCO n'est pas requalifié et n'est pas renforcé, je crains que sa présence soit vraiment inutile au Congo, tout simplement. Vous ne pensez pas que la MONUSCO joue quand même un rôle peut-être de force tampon ou de régulateur peut-être de crise, non? Moi, je me fie à ce que nous voyons sur le terrain. Ce que nous voyons sur le terrain, c'est que les mouvements rebelles, quand ils arrivent, ils font ce qu'ils veulent, sous la barbe de la MONUSCO, qui ne bouge pas beaucoup. Et je peux comprendre que ce n'est pas la MONUSCO de venir sécuriser nos populations. Ça, c'est une responsabilité à partager avec notre gouvernement. Mais il faut se dire, il faut absolument qu'on fasse le point avec la MONUSCO, avec les Nations Unies. Il faut absolument que notre gouvernement arrive à obtenir la requalification de ce mandat, c'est-à-dire le renforcement du mandat pour que la MONUSCO soit un peu plus offensive, qu'elle soit vraiment à la hauteur de l'instabilité ou de l'insécurité qu'on voit à l'Est aujourd'hui, au lieu de rester passive et parfois nous donner l'impression de jouer un rôle que ni la population de l'Est et nous-mêmes ne comprenons malheureusement. Quelle lecture fait Clément Kankou de la scission au sein du M23? Je suis partagé entre l'impression d'une mise en scène de Kagame une fois de plus et entre une petite dispute entre amis, hein, mais malheureusement ce sont les conséquences. Cela ne joue-t-il pas en notre faveur, en faveur du gouvernement de la RDC? C'est-à-dire que oui et non. Non, parce que si c'est une autre mascarade de Kagame, donc le gouvernement tomberait facilement dans le piège. Si ce n'est pas le cas, on ne peut pas non plus comprendre que le M23 laisse un terrain vide et que notre gouvernement ou nos forces armées viennent investir le terrain et qu'ils reçoivent les ordres de Kinshasa pour laisser la place. On a dit de la hiérarchie. Donc je dis que la hiérarchie, de toutes les façons... C'est qui la hiérarchie? Mais la hiérarchie elle est connue au Congo, il n'y a qu'un seul commandement. Il y a l'état-major général, un seul commandement, même si les subalternes sont là. Donc je dirais qu'à ce niveau-là, je suis dubitatif. Je me demande bien, est-ce que cela va servir à quelque chose avec ce gouvernement? Parce que le M23 a laissé une bonne partie du territoire. Le gouvernement, nos forces armées ont investi ce territoire et le lendemain, on leur a demandé de partir pour laisser la place au M23. Je pense qu'il y a une espèce de connivence que nous n'arrivons pas à comprendre entre le gouvernement et le M23, hier le CNDP. Donc je crois qu'à ce stade-là, je ne me risquerai pas de vite conclure en disant que c'était une bonne chose ou une mauvaise chose.
j'ai l'impression que nous sommes plutôt les dindons de la farce dans cette aventure que seuls Kagame, Museveni et leurs complices au Congo comprennent. Nous allons prendre le deuxième thème, c'est lié à l'accord cadre. Comme vous savez, depuis la signature de cet accord cadre à Addis Abeba, cela n'a pas fini de faire couler de l'encre et de la salive. Nous allons suivre les réactions de l'UR et la réaction de la SENCO par rapport à la signature de cet accord cadre. La signature de cet accord cadre vient de franchir une étape très importante pour l'avenir de notre pays. Cet accord cadre ouvre la voie du changement tant attendu depuis longtemps par le peuple congolais. C'est un changement en douceur qui vient de s'opérer pendant que le peuple congolais est distrait de sa victoire. L'Union des Républicains, en tant que parti politique phare de l'opposition, remercie vivement l'Organisation des Nations Unies et particulièrement le secrétaire général, M. Ben Ki-moon, pour les efforts déployés pour la signature de cet accord cadre et demande au peuple congolais de ne pas se laisser emballer dans les mensonges de la classe politique congolaise mal intentionnée, mais de soutenir cet accord cadre qui est un accomplissement de son souhait pour le changement. L'accord cadre parle aussi de l'envoi d'une force internationale neutre et de drones en République démocratique du Congo. Concernant cette question, l'Union des Républicains est d'accord, mais cela doit se faire avec l'accord des acteurs politiques issus du dialogue franc et sincère qui doivent régler d'abord les problèmes politico-militaires du pays. C'est dans ces dialogues francs et sincères qu'on doit mettre en place les institutions fiables et les dirigeants crédibles et responsables pour constituer l'État congolais qui n'existe plus comme État tel que défini dans l'accord cadre, sans oublier la réforme de l'armée, de la police et des services de sécurité. Monsieur le Président de la République, la nation se trouve à un tournant décisif. Elle peut réussir un avenir meilleur si toutes ses forces vives s'engagent à respecter les règles de la démocratie et à observer scrupuleusement l'ordre constitutionnel. C'est pourquoi, dans le contexte qui est le nôtre, nous réaffirmons que notre Constitution, qui a fait l'objet d'un consensus national par un référendum et qui est le socle de notre démocratie, ne doit pas être modifiée en son article 220. Nous en appelons vivement à la sagesse et à la responsabilité de tous les élus. La SENCO est fermement opposée à toute tentative de modification de l'article 220, article verrouillé de notre Constitution qui stipule la forme républicaine de l'État, les principes du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée des mandats du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. À cet effet, nous nous engageons à sensibiliser la population congolaise pour qu'elle comprenne l'importance de cet article pour la stabilité du pays. Clément Kankou, quelle est la position de votre parti par rapport à cet accord cadre? Nous avons une position mitigée, je dirais plus sceptique par rapport à l'application de cet accord dans la mesure où vous n'y croyez pas non plus? Non, on n'y croit pas. L'accord est déjà violé, madame. L'accord est déjà violé. Le M23, qui est considéré par le gouvernement comme une fiction, est constitué des militaires rwandais, avec du matériel rwandais et ougandais. Ça, les Nations Unies le disent et ce gouvernement l'avait dit. Et nous apprenons que ces gens du M23 commencent à se battre entre eux. Donc, nous supposons
que le M23 se trouve encore sur le territoire congolais, parce que c'est ça la réalité. Ça veut dire tout simplement que le Rwanda et l'Ouganda ont violé ce même accord parce qu'ils laissent encore leurs militaires sur le sol congolais. Quant à... Mais le M23 est constitué des Congolais. Le M23 est constitué de quelques Congolais, mais nous voyons à travers les rapports qu'il y a des militaires rwandais qui font partie du M23 et nous avons vu à travers les rapports des Nations Unies, même ce gouvernement l'a dit et même la MONUSCO l'a prouvé avec des éléments, avec des personnes, des militaires rwandais qu'on avait arrêtés. Donc nous disons que les Rwandais sont encore sur le sol congolais. Mais quant au fond, je crois que l'impression que nous avons par rapport à cet accord, c'est tout simplement un aveu de faiblesse de notre gouvernement, un aveu d'impuissance et un aveu d'incapacité. Si on ne doit pas mâcher les mots, le mot qui est à la mode aujourd'hui, est-ce que la République démocratique du Congo est mise sous tutelle, selon vous? Écoutez, parce que les langues se délient et disent ça. Le Congo accepte quelque part où on accepte d'exploiter ensemble les minerais, je le dis dans des termes très simples, quand on accepte que les autres viennent vous dire ce qu'il faut faire au niveau de la décentralisation, parce que quelque part on se pose des questions par rapport à la décentralisation, on se demande bien pourquoi aujourd'hui les Nations Unies viendraient obliger ou demander au gouvernement congolais de faire la décentralisation alors que ce sont des matières exclusives internes à un État. Quand on demande, par exemple, au Congo... Qui touchent à la souveraineté, si vous êtes plus explicite, ce sont des matières qui touchent à la souveraineté d'un État. À la souveraineté d'un État. Quand on demande, cet accord va donner lieu à quoi? Il y a une force neutre, c'est vrai, qui doit venir, mais ce sont des attributions, je dirais même régaliennes d'un pays, d'un État. Mais la question, à la limite, nous voyons qu'il y a des choses qui ont été reprises dans cet accord, la promotion de la démocratie par exemple, et on demande même qu'il faut promouvoir la réconciliation. Donc ce sont des choses qui reprennent les revendications de l'opposition, que nous ne cessons de crier sur tout le toit. Mais nous disons ceci, que cet accord, s'il n'est pas bien géré, s'il n'est même pas respecté, cet accord va facilement glisser vers une véritable sous-tutelle de la République démocratique du Congo qui se verra obligée d'exploiter ces minerais avec les pays voisins, qui se verra obligé de jouer le rôle qui est dévolu à l'État avec les États voisins. Et nous voyons que dans cet accord, tout est demandé au Congo, mais rien n'est demandé au Rwanda, par exemple, où il y a un problème de démocratie, à l'Ouganda, où il y a un problème de démocratie. On ne dit pas explicitement dans cet accord que c'est le Rwanda et l'Ouganda qui sont à la base de l'instabilité que nous avons au Congo depuis l'AFDEL jusqu'à aujourd'hui. On ne le dit pas, alors que c'est ça la réalité. On ne doit pas faire croire que le problème que nous avons à l'Est n'a de sources que des sources internes. Non, ce sont des problèmes qui nous sont imposés de l'extérieur. Malheureusement, l'extérieur a trouvé une faiblesse au niveau de l'État. Depuis 11 ans, Joseph Kabila n'a pas pu mettre en place une armée dissuasive, une forte armée. Il n'a pas pu organiser les services de sécurité, ce qu'on lui a demandé, et ce que lui-même est allé accepter en signant cet accord cadre. Les réformes de sécurité, des services des secteurs de sécurité qui ne sont pas encore mises au point. Donc, je dirais qu'à ce niveau-là, la part de responsabilité est à partager entre aussi bien le gouvernement congolais et ceux qui nous imposent la guerre. Donc je dirais que cet accord, nous disons que nous sommes très prudents. Nous ne voulons pas accepter à l'aveuglette cet accord. Nous voulons que ce qui est dit dans cet accord soit débattu au niveau de l'Assemblée nationale, par exemple, qu'on sache exactement, qu'on vienne nous éclairer sur les zones d'ombre, parce que nous sommes convaincus, sans encadrement, sans qu'on fasse attention, nous allons glisser... Il y aura quand même un comité de suivi par rapport, c'est même écrit dans... Mais c'est ce qui est même plus grave. Quand il y a un comité de suivi, on vous met les Rwandais et tous les autres dans le comité de suivi. Comment le pyromane... national, un comité de suivi, national. Oui, mais il y a national, oui, il y a national, oui, mais international. Les pyromanes, ceux qui sont à la base, sont eux-mêmes pompiers. Je crois que cela ressemble tout simplement à un marché des dupes, malheureusement. Est-ce que l'opposition congolaise a une position commune face à cet accord cadre? Comme l'opposition est multiple, donc plusieurs positions aussi. Non, l'opposition réfléchit, l'opposition n'est pas bénie. Oui, hein, où chacun, quand l'autorité morale a dit oui, tout le monde s'incline et tout le monde accepte. Non, dans l'opposition,
Nous réfléchissons, nous discutons, chacun donne son avis. Il y a de ceux-là qui estiment qu'il faut s'approprier l'accord cadre. Ils donnent leur raison, ils donnent leur opinion qui est défendable. Mais nous, en ce qui nous concerne, nous disons que nous restons très sceptiques, sans dire que tout est à jeter dans cet accord, parce que quand on rappelle quand même les besoins de promouvoir la démocratie, c'est pas mauvais, même si c'est dommage. Même si c'est dommage. Non, je dis. Cela va à l'encontre de. Non, je dis ceci. Je dis c'est dommage que cela soit dit par les étrangers, alors que nous le disons tous les jours au Congo. Si on nous écoute. Vous avez l'impression de n'être pas écouté, c'est ça? Mais malheureusement, le gouvernement n'écoute que ceux qui ont pris les armes, et mieux encore, il paye ceux qui ont pris les armes comme l'M23 pour discuter avec eux à Kampala. Comme vous le savez, le gouvernement prend en charge tous les séjours, il paye des perdièmes à Lumbala et à sa bande, alors que quand il faut faire un dialogue avec ceux qui sont sur place, ceux qui utilisent la voie pacifique, nous voyons quelques balbutiements, on ne comprend pas trop bien. Par rapport à ce dialogue-là, votre point de vue par rapport à ce forum national pour remettre en place la cohésion nationale, que pense votre parti? C'est une bonne chose? Est-ce que vous êtes prêt à... Le dialogue national est une nécessité. Le dialogue national est une nécessité. Nous avons salué l'annonce faite par le chef de l'État à 2 reprises pour organiser ces dialogues. Nous avons salué cette initiative, mais nous ne comprenons pas que les membres les plus agités de la majorité présidentielle s'agitent sur cette question, comme s'ils pensent que l'opposition viendra prendre leur place, leur beefsteak, alors qu'il ne s'agit pas de partage de gâteau. Nous disons tout simplement... Aujourd'hui, l'opposition peut dire clairement à la population qu'elle ne participera pas à ce dialogue ou à ce forum pour aller prendre des postes. C'est peut-être ça. Non, la question n'est pas de savoir si on y va pour prendre des postes. La question est de savoir, est-ce qu'il y a nécessité d'avoir un dialogue aujourd'hui? Le gouvernement a prouvé qu'ils sont incapables d'assurer la sécurité. Ils sont incapables de combattre l'impunité, la gabégie, la corruption, toutes les antivaleurs. Ils sont incapables de le faire. Donc, à ce stade, le chef de l'État, qui lui-même a annoncé ou a sollicité la cohésion nationale, elle ne peut avoir lieu, ou même cette réconciliation qu'il est allé signer à Addis Abeba, ça ne peut avoir lieu que s'il y a un dialogue avec ceux qui sont en face. Ceux qui sont en face, ce n'est pas le chef de l'État et la majorité et l'opposition, non. Le chef de l'État avec sa majorité et l'opposition en face, nous voulons se dire des choses, nous voulons proposer des choses, nous voulons qu'on se mette d'accord sur les choses essentielles. Comment un pays comme le Congo, avec autant de militaires, nous n'avons pas d'armée, parce qu'il faut se dire que nous avons beaucoup de militaires. Nous avons beaucoup plus de militaires que le Rwanda, que l'Ouganda, mais nous n'avons pas d'armée. Il faut qu'on se pose des questions essentielles. Sont-ils formés? Il y a la capacité de faire la guerre, c'est peut-être ça la question. Sont-ils disciplinés? Sont-ils bien payés? C'est là la question aussi. Le nombre ne justifie pas tout. Mais juste, c'est ce que nous disons. Il ne suffit pas d'avoir beaucoup de militaires, il faut qu'on sache qu'est-ce qu'on fait de ces militaires, comment on fait. Mais comment imaginer un pays comme le Congo? Comment peut-on gagner la guerre quand le chef d'état-major qui s'occupe des forces terrestres est impliqué dans la vente, dans les trafics d'armes avec les mouvements qui sont en cours. Les enquêtes sont en cours, oui. Les enquêtes sont en cours, mais quand les experts des Nations Unies disent une chose avec des éléments, avec des preuves, je pense que notre gouvernement a été simplifié dans le cadre de cette affaire. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? C'est monsieur, il roule carrosse, il se promène comme si de rien n'était, mais même seulement avoir le train de vie ostentatoire qu'il affiche. Le gouvernement aurait dû se poser des questions. Comment un général, avec la solde qu'on connaît, peut se construire à tour de bras des histoires? Il n'est pas le seul dans ces cas-là, parce qu'il y a d'autres qui ont été cités. Je crois qu'il ne faut pas qu'on puisse se focaliser sur une personne. C'est une question de l'impunité dans l'armée. Rappelez-vous Mouzito, le Premier ministre Mouzito, quand il arrive à l'Est, il a trouvé une situation où les rations de guerre étaient vendues dans des boutiques. Il a trouvé une situation de détournement avéré de l'argent envoyé au front. Mais cela est resté sans suite. Il n'y a jamais eu de sanctions. Donc je crois que c'est une question de volonté politique. Est-ce que nous avons un gouvernement qui veut réellement combattre l'impunité? Tant qu'on n'a pas combattu l'impunité et que les militaires qui sont au front ne savent pas pourquoi ils vont se battre parce qu'ils n'ont pas de nourriture, et leur argent est détourné, et ils apprennent par-dessus le marché que les chefs roulent carrosse, les chefs détournent leur argent, quelle motivation ils peuvent avoir? Nous avons suivi les prêtres, les abbés, ils disent qu'on doit tout faire pour vulgariser l'article 220. Alors, pour vous, cet article Madame, vous savez, garantit en fait la stabilité de notre pays. En 2006, Madame, je vous rappelle, explicitez-nous un peu cet article 220. L'article 220 empêche aux gens de toucher à certaines matières.
la forme de l'État, bon, je ne suis pas explicite là-dessus, la forme de l'État, le mandat du chef de l'État, même l'élection, le mode d'élection, je crois 2 tours, 1 tour, tout ça c'est des choses qui étaient consignées dans cet article et verrouillées. Mais parce qu'il fallait absolument trouver le moyen de faire passer le candidat de la majorité présidentielle. Ils nous ont amené dans une révision taillée sur mesure en 2008 ou 2009, si je m'abuse. Et rappelez-vous la bagarre que ça a suscité à l'Assemblée nationale. On ne nous a pas suivis. La majorité mécanique a eu gain de cause de la décision à l'Assemblée nationale et au Congrès. Ils ont voté la révision constitutionnelle tout simplement pour favoriser le candidat à la majorité présidentielle. Mais nous disons ceci. Vous savez, la force d'un État, ce sont les règles que tout le monde doit respecter. Si personne ne veut respecter les règles ou si on veut adapter les règles suivant ses propres intérêts, je crois qu'à ce stade-là, nous fragilisons notre État et à la limite, on peut même se poser des questions de savoir si nous sommes dans un État ou dans un État, je dirais, un État qui n'existe pas. À ce stade-là, cet article, si les constituants ont mis cet article sous verrou, c'est-à-dire verrouillé pour qu'on n'y touche pas, c'était pour éviter que n'importe qui ne vienne pas de façon intempestive changer la forme de l'État, faire ce qu'il veut pour ses propres intérêts. Malheureusement, nous sommes dans ce cas-là. Il y a déjà des tractations qui se font sous coulisses pour modifier en fait cet article. Ah oui, je vous dis, madame, je vous rassure, madame, qu'il y a des tractations qui se font déjà sous cap. Nous connaissons, nous apprenons ici et là qu'il y a des collègues de la majorité présidentielle qui ne jurent que par la révision de la Constitution. Mais nous disons ceci. Réviser la Constitution, notamment l'article, notamment le mandat du chef de l'État, pourquoi faire? Joseph Kabila, je crois qu'il a donné 11 ans de sa vie à la République démocratique du Congo. Nous avons vu ses forces et ses faiblesses. Je crois qu'à la place de Joseph Kabila, je ne vois pas pourquoi je tomberai dans ce piège-là. L'opposition congolaise constitue une alternative aujourd'hui. Vous êtes désunis, vous partez en ordre dispersé. Est-ce que c'est une alternative pour le peuple congolais en 2016? L'opposition congolaise constitue... Vous avez un leader de l'opposition. L'opposition congolaise constitue une réelle alternative. Et ça, le peuple le sait. N'eût été le cafouillage auquel nous avons eu droit avec la CENI, on aurait vu le résultat au finish. C'est-à-dire que nous aurions eu des véritables résultats. Vous le savez comme moi, que beaucoup de ceux qui se retrouvent dans les institutions n'ont pas été élus. Nous connaissons ce qui s'est passé. Il y a eu beaucoup de cas de fraude et tout le monde a déploré, que ce soit la communauté internationale et nous-mêmes les acteurs politiques. Donc je crois qu'à ce stade-là, madame, je peux vous garantir à cette population qui le sait, parce qu'on n'a pas besoin de le dire, que l'opposition constitue une véritable alternative. Divisée, non, l'opposition est plurielle tout simplement. Ne pensez pas que l'opposition a un maître à penser où les gens vont commencer à dire amen, comme on le voit dans la majorité présidentielle, ce qui est tout à fait qu'on peut expliquer au niveau de la majorité présidentielle, dans la mesure où tous ceux qui sont là suivent un intérêt quelconque, qui ne veulent pas se mettre à dos celui qui décide. Mais dans l'opposition, nous donnons nos avis, et rassurez-vous, s'il faut qu'il y ait un candidat unique un jour, l'opposition aura un candidat unique. Déjà pour le porte-parole de l'opposition, c'est la guerre, alors pour le candidat Il n'y a aucune guerre, je vous rassure madame, ça c'est une désinformation. Il n'y a aucune guerre pour le porte-parole de l'opposition. Nous nous sommes réunis au niveau de l'Assemblée nationale, groupe parlementaire de l'opposition, et nous avons pondu un règlement d'ordre intérieur, un draft, qui a été transmis au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat. Nous attendons tout simplement qu'il nous convoque pour qu'on en débatte dans la plénière, qui ne peut être convoquée que par ces deux personnalités. Mais si on ne le fait pas, on nous chante à côté que l'opposition ne se met pas d'accord. On ne se met pas d'accord sur quoi? Parce qu'on n'a pas encore, on ne s'est pas mis d'accord sur le règlement intérieur. Il se pourrait que d'autres collègues viennent avec d'autres propositions, mais on ne peut le faire que dans les cadres appropriés et reconnus par la Constitution. Dans les cadres institutionnels. Voilà, tout simplement. Voilà, nous poursuivons, mesdames et messieurs. Comme vous le savez, nous sommes en plein mois de mars, donc au mois dédié à la femme. Et le 8 de ce mois, comme vous le savez, le ministre du genre a pris certaines décisions. Pas de panne, pas de défilé. Donc les femmes devaient vraiment se concentrer et être solidaires avec nos sœurs de l'Est qui sont vraiment violées et violentées tous les jours. Donc nous allons suivre, mesdames et messieurs, le message du ministre du genre, Geneviève Inagozi, et le lancement des activités du mois dédié aux femmes. Pardon, merci.
Placé cette année sous le thème international « La promesse est une promesse, il est temps de mettre fin aux violences à l'égard des femmes », cette journée est célébrée en République démocratique du Congo sous le thème « Ensemble contre la guerre et les violences faites aux femmes et aux filles en consolidant la paix et la justice en République démocratique du Congo ». Pèlerin infatigable de la paix, l'implication du chef de l'État pour la signature de l'accord cadre d'Addis Abeba du 24 février 2013 rend bien compte une fois de plus de la volonté du gouvernement de faire cesser à l'est du pays non seulement la guerre, mais aussi toutes les formes de violence que subissent les populations civiles, dont essentiellement les femmes et les enfants. À l'instar des pionnières d'autres nations qui, 38 ans déjà, ont vaillamment milité pour la consécration de cette journée, je rends hommage ce jour aux femmes congolaises de toutes les provinces, de toutes les catégories sociales, pour leur dynamisme et engagement dans la préservation des valeurs morales, de l'équilibre familial et sociétal, ainsi que dans le maintien de la balance microéconomique. J'invite ainsi toutes ces femmes, à l'occasion de l'édition 2013 de la Journée internationale de la femme, à réfléchir sur leurs conditions de vie et de travail et sur les stratégies de leur amélioration. Ces choses faites, aucun défilé ce 8 mars, la ministre du Genre, Geneviève Inagosi Kasongo, a lancé les activités qui vont couvrir tous les mois de mars dédiés à la femme. Ces activités visent la lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre, la sensibilisation des femmes sur leurs droits, mais aussi l'éducation de la femme et de la jeune fille. Les activités de sensibilisation et d'éducation des femmes et des filles doivent être intensifiées sur l'ensemble territoire national, et cela au sein des différentes institutions et corporations, dans les écoles, dans les universités et établissements supérieurs, comme ici à l'Institut supérieur pédagogique, marché et milieu d'affaires. La promotion de la femme reste encore un défi en RDC. Geneviève Inagosi a révélé certaines actions entreprises par le gouvernement allant dans le sens de promouvoir la parité homme-femme et à la lutte contre les violences sexuelles faites aux femmes et à la jeune fille, surtout dans la partie est du pays et dans la sous-région des Grands Lacs. Le gouvernement a réalisé au cours des 6 derniers mois des progrès notables pour l'amélioration du statut de la femme. Le projet de loi sur la mise en œuvre de la parité, déjà adopté à l'Assemblée nationale au cours de la législature passée, a été avalisé par le Sénat en novembre 2012. De même que le processus de réforme du Code de la famille en vue de renforcer la capacité juridique de la femme mariée et d'éliminer certaines pesanteurs socio-culturelles se poursuit inlassablement au niveau du gouvernement. Une foire de la femme sera organisée à partir du 23 mars au village de la francophonie au stade de Martyrs. Pendant ce temps, les femmes auront à formuler des recommandations pour un plaidoyer en faveur de la femme de l'Est. Théma Kankou, vous êtes un homme. Votre réaction par rapport aux décisions du ministre cette année, pas de panne, pas de défilé. Comment est-ce que vous avez réagi par rapport à ça? Écoutez, c'est une décision du ministre. Je crois qu'il aurait peut-être épargné la République à faire quelques dépenses inutiles. Mais l'essentiel, ce n'est pas ce niveau-là. L'essentiel, ce n'est pas, ces folklores-là des pagnes et tout ça. C'est ce qu'il y a derrière le pagne. Personnellement, j'aime beaucoup le pagne. Quand les mamans se portent leur pagne, je trouve que c'est très agréable à voir. Mais je dirais que la femme congolaise doit comprendre le sens de ce pagne-là. Pourquoi ce jour-là, il y a un 8 mars qui est dédié à la femme. C'est ce qu'il faut expliquer à la femme congolaise. Il ne faut pas tout simplement se limiter à cette caricature des femmes. On parle de pagne, on ne parle pas de pagne, on parle de défilés où les gens ne comprennent pas pourquoi ils défilent. Je crois qu'il faut, comme nous l'avons fait au Mouvement pour le Renouveau, nous avons sensibilisé nos mamans. Vous pensez que vraiment toutes les femmes congolaises ne comprennent pas pourquoi on défile, pourquoi on nous chosifie comme ça, on nous prend pour des idiotes ou quoi? Les femmes congolaises ne sont pas comme ça. Non, je dis qu'il faut passer plus de temps à expliquer aux femmes le sens du 8 mars. J'ai dit qu'il faut le faire, il faut sensibiliser les femmes.
il ne faut pas se limiter, je dis ceci, qu'il ne faut pas se limiter à cette caricature de pagne. Il faut aller plus loin. Il faut organiser des colloques, des séminaires, des sensibilisations, comme on le fait par exemple à travers les quartiers. Il faut aller vers la femme. Quand vous allez à Maloué, quand vous posez la question à une femme sur le 8 mars, elle vous répond ce qu'elle vous répond. Je crois que le gouvernement ferait œuvre utile de sensibiliser davantage la femme. Nous, à notre parti, nous l'avons fait. Nous avons sensibilisé les mamans. Nous avons même organisé certaines activités telles que la sensibilisation avec le service médical de notre parti. Donc, celui qui s'occupe de la santé, le docteur Beya, qui a expliqué aux mamans à Kinkole, ici à Lingwala, certaines maladies qui touchent aujourd'hui les mamans congolaises. Nous avons expliqué le sens de ce que nous donnons à la maman congolaise, qui joue un rôle important dans notre parti politique. Nous disons que les femmes congolaises doivent être vraiment actives sur le terrain. Elles ne doivent pas se contenter de parler de la parité. Et ce qui est bizarre, je vais vous surprendre. Dans votre parti, vous faites jouer cette parité-là, cette discrimination positive par rapport nous faisons de notre mieux pour que les femmes soient bien servies, qu'elles soient bien présentes dans les directoires du parti. Au secrétariat général, nous avons une secrétaire générale adjointe qui est une dame. Je crois qu'il faut aller au-delà des clichés. Je voulais vous dire une chose en réfléchissant un peu, nous avons vu les femmes être beaucoup plus influentes pendant la Deuxième République qu'aujourd'hui. Pourquoi elles ne sont pas influentes comme nous avons vu les Zuzi Wambombo, les Koima Futa, les noms, peut-être que je ne vais pas toutes les citer, les Mayuma, les femmes qui se mettaient debout et tout le monde tremblait. Mais aujourd'hui, c'est dommage que les femmes se contentent d'un second rôle ou tout simplement de parler de la parité. Elles devraient être réellement actives dans les partis politiques parce que c'est là où se prend le pouvoir. Elles devraient être actives sur terrain dans d'autres activités et malheureusement, elles se limitent à la théorie. Nous estimons qu'il faut que la femme congolaise se mette debout, elle est intelligente. Et il faut aussi travailler sur les enfants. Il faut que les filles aient les mêmes droits de scolarité parce que ces filles sont intelligentes et qu'elles peuvent beaucoup donner à ce pays ici. Et dans les institutions, nous avons des femmes qui sont fantastiques, qui jouent leur rôle pleinement. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Nous aurons estimé que la femme joue un peu plus ce rôle moteur de la société, parce que la femme, vous savez, madame, n'eût été le rôle de la femme dans la société, comment les ménages congolais tiendront? Parce qu'aujourd'hui, c'est la femme qui fait tourner la marmite. Clément Kangou, il y a certaines opinions qui pensent qu'aujourd'hui, bien sûr, on comprend qu'il y a la guerre à l'Est, mais toute l'attention est focalisée qu'à l'Est et on oublie souvent les femmes de l'Ouest, qui sont aussi violentées d'une certaine façon. Non, vous savez, je suis tout à fait... je suis d'accord qu'on a tendance à oublier, mais les gens n'oublient pas parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que j'en profite pour avoir cette pensée parce que nous avons dit que le 8 mars, nous avons estimé aussi qu'il fallait absolument passer cette journée dans la méditation. Nous avons eu une pensée particulière pour les femmes de l'Est qui sont violentées, qui sont violées, qui payent le prix le plus fort de l'instabilité à l'Est depuis des années. Mais c'est vrai qu'il y a des femmes qui subissent aussi des sévices à travers le pays. Rien qu'ici, là où nous sommes, quand vous voyez ce que les Koulouna font aux pauvres mamans qui se réveillent à 4 h du matin pour aller acheter du pain, pour aller puiser de l'eau, pour faire le travail champêtre, quand ces gens-là sont pris pour cible par les inciviques que le gouvernement ne sait pas maîtriser. Donc je crois que la femme paye le prix le plus fort de l'incapacité de ce gouvernement à jouer son rôle régalien, celui de sécuriser, celui de ramener la paix dans ce pays. Mais la parité quand même a été admise dans la Constitution, mais pourquoi c'est assez difficile aujourd'hui d'avoir un nombre égal d'hommes et de femmes députés à l'Assemblée nationale? Madame, je vais vous surprendre. Est-ce que vous connaissez, aux États-Unis on parle de la parité? Est-ce qu'en France on parle de la parité? On en parle quand même. Qui en parle? Mais les gens ont ça dans l'esprit, les gens travaillent pour. Il ne faut pas se limiter à parler. Vous savez, moi je n'aime pas les folklores qu'on fait. Il ne faut pas se limiter à ça. Faut agir. Au Sénat américain, il y a 10% seulement de femmes. Est-ce que les femmes sont montées, ils sont allées crier pour dire qu'elles sont maltraitées? Non, il faut que les femmes se mettent debout. Je dis encore, maman, c'est vous qui tenez les ménages. Il n'y aurait pas de femmes, les fonctionnaires congolais ne tiendraient pas, les familles ne tiendraient pas aujourd'hui. Parce que vous avez ce pouvoir-là. Ne vous laissez pas faire. Aujourd'hui, les femmes, on en compte combien dans la politique? Pourquoi les femmes attendent? Moi, je salue les femmes comme Brigitte Atanyengele qui a son parti politique.
la présidente de l'IDEC, qui a son parti politique, Madame Lusamba, qui se bat, Madame Honorine Bokachanga, qui se battent sur le plan politique, parce qu'elles ont leur propre parti politique. Mais ce n'est pas parce que j'ai cité ces noms-là. Je sais qu'il y aura quelques frustrations, que mes chères mamans qui sont dans d'autres partis politiques. Non, je parle des femmes qui sont patronnes de leur propre parti politique. Dès que les femmes vont atteindre ce niveau-là... Les femmes sont quand même assez présentes. Donc, vous vous plaignez seulement du fait que sur le plan politique, on n'est pas présent, mais sur le plan économique, on est fortement présent. Les femmes sont présentes sur tous les plans, mais elles ne s'imposent pas dans la société. C'est ce que je déplore. C'est peut-être cette fameuse phrase de la Bible, « Femmes, soyez soumises », c'est peut-être à cause de ça. Quand vous, les hommes, vous dites déjà « Oula », donc les femmes se soumettent. Femmes soumises, ça, c'est une recommandation divine. On ne peut pas aller au-delà. Si déjà votre mari vous dit « Vous n'avez pas le droit de travailler », donc la femme se tait. La soumission n'est pas l'esclavage. Hein. La soumission ne veut pas dire qu'il ne faut pas... Vous savez, on dit toujours que derrière un grand homme, il y a une grande dame. Si à la maison, vous n'avez personne pour vous soutenir, comme moi, mon épouse Francine Ndala, que je salue parce que c'est le mois de la femme, Kankundala, si n'eût été cette femme, je ne sais pas comment je tiendrais dans certaines situations. Donc je crois que tout homme trouve quand même son appui du côté de sa femme. Si les gens ne le pensent pas et ne le font pas comme ça, je crois que c'est tout simplement dommage. Nous allons poursuivre toujours avec les réactions des politiques par rapport à cette journée, à ce mois dédié à la femme. Nous allons suivre le point de vue de Bioya, de professeur Bioya, et le point de vue de notre invité, bien sûr, par rapport à cette journée dédiée à la femme. Je dirais d'elle ce que je dis de la RDC. Pays des rêves, pays de promesses, mais pays victime des agressions, des violences, pays finalement ne se défendant que par des recours à des tierces. C'est exactement l'image que je me fais de la femme congolaise. Une femme derrière laquelle semblent courir toutes les promesses de vie, la femme derrière laquelle se profilent en fait tous les combats de l'histoire du Congo. Mais il me semble que l'histoire ne la rencontre plus. Les Panda Vita, les Thérèse Pakassa, les Sophie Kanza, mais ça fait de l'histoire. Au présent, on a quand même toujours des femmes toujours très belles, toujours très coquettes, mais entreprenantes sur le plan peut-être politique, très peu. Conquérantes sur le plan des combats politiques, en tout cas pas. Et sinon le reste, Kemanderès de parité, à bout de champ, bout de chemin. Voilà un peu ce que ça, l'image que ça nous renvoie. Au point que je me demande même, bon, qu'est-ce que... Elle est présente, elle occupe l'espace congolais. Mais elle occupe pour faire quoi? Simplement pour meubler les paysages ou pour agir? Pour le président du mouvement pour le renouveau, la femme de la République démocratique du Congo, bien que battante, a du mal à s'affirmer dans d'autres secteurs de la vie nationale, notamment politique. Elles ne sont pas nombreuses à se démarquer dans ces secteurs, renchérit-il. J'aurais aimé qu'elles soient un peu plus nombreuses à l'Assemblée nationale et j'aurais aimé qu'elles soient un peu plus combatives dans l'ensemble. Malheureusement, il y en a que quelques-unes qui émergent du lot. Et pourtant, au sein de son parti politique comme le MR, la femme occupe une place de choix. Le MR, il faut le dire, œuvre de plus en plus pour une autonomisation de la gente féminine, avec en toile de fond l'organisation de plusieurs activités dans divers domaines. Notre parti politique, nous avons déjà formé une centaine de mamans qui savent aujourd'hui utiliser l'outil informatique gratuitement. Nous organisons des cours d'alphabétisation gratuitement, sans qu'il y ait l'apport de l'État. Nous le faisons sur fonds propres de notre parti politique. C'est pour vous dire qu'aussi bien la femme intellectuelle que la femme qui, dans les travaux de champ, pour nous, elles ont droit à une promotion, elles ont droit à un regard attentionné des hommes que nous sommes. Et je le dis comme tout à l'heure d'entrée de jeu,
n'eût été cette femme congolaise, je ne sais pas comment les ménages, comment les foyers survivraient dans ce pays où les salaires ne peuvent pas faire face aux multiples besoins que les enfants ou que les familles éprouvent aujourd'hui. En cette journée dédiée à la femme, difficile pour Clément Kankou-Bokassa de passer sous silence le calvaire que vivent au quotidien les femmes de l'Est. Et Clément Kankou a bien vous suivre, vous donner l'impression que pour réussir dans la vie, il faut faire la politique et pourtant il y a des femmes dans presque tous les secteurs. Vous donnez l'impression que comme il n'y a pas beaucoup de femmes dans la politique, eh bien, les femmes ne sont pas actives, les femmes ne sont pas dynamiques. C'est l'impression que non, on a parlé d'un seul secteur. Hein. On a certainement tout le monde ne peut pas faire la politique non plus, Clément. Non, je suis tout à fait d'accord avec vous. On n'a pas simplifié les choses à ce niveau-là. J'ai dit tout simplement que dans d'autres secteurs, nous voyons que les femmes sont actives. Vous avez parlé sur le plan économique, nous avons des femmes d'affaires qui sont très très efficaces et d'ailleurs qui se défendent très bien sur le terrain, mais j'ai parlé de la faiblesse sur le plan politique. Vous devez quand même... Avec les abus de la politique, avec toutes les tensions, tout ce qu'il y a dans la politique, les femmes ne préfèrent pas simplement, c'est peut-être simplement une question de choix aussi. Mais madame, on dit toujours que si vous ne vous occupez pas de la politique, elle s'occupe de vous. C'est pourquoi j'estime que les femmes, elles doivent être là où se décident les choses. Là où se décident les choses, c'est dans la politique. Elles sont actives dans les ONG, elles sont actives dans les secteurs, dans l'administration publique, elles sont actives dans tous les secteurs, elles sont très efficaces. Mais je recommande qu'elles soient encore plus efficaces dans le domaine de la politique. Comme on a vu il y a des années, des femmes très influentes dans ce pays qui faisaient trembler des hommes, qui faisaient trembler le système. J'aimerais un jour retrouver ces femmes-là. Peut-être qu'avec cet équilibre, vous savez, madame, avec cet équilibre, peut-être que nous allons arriver à organiser les choses, même au niveau de l'État. Parce que si nous voyons ce qui se passe au sommet de l'État, je dirais que bon, peut-être qu'une touche féminine viendrait probablement changer un peu les choses. Comme au Libéria mais comme au Libéria, nous le voyons à travers le monde, au Brésil, en Argentine, nous le voyons à travers le monde. Ce ne sont pas des femmes qui ont démérité, ce sont des femmes qui ont, Vous pensez qu'un jour, la République démocratique du Congo pourrait avoir une femme à la tête de l'État? Moi, je ne serais pas contre. S'il y a une femme qui soit capable de le faire. Les Congolais sont prêts à accepter ça, c'est ça aussi le problème. Je dis ceci, il ne faut pas seulement qu'elle soit femme. Il faut qu'elle soit femme et qu'elle en ait la capacité. Voilà. Qu'elle soit suffisamment formée et qu'elle soit suffisamment forte pour faire face. Parce que, rappelez-vous que nous avons eu des cas malheureux, des femmes dans un des gouvernements que nous avons vu à l'Assemblée nationale dans des cas de corruption incroyable. Ce sont des femmes, donc ce n'est pas une garantie parce qu'on est femme, non. Il faut que la femme soit là, mais qu'elle nous montre de quoi elle est capable. Je voulais revenir rapidement sur le 8 mars, une des activités que nous avons organisées, c'était à Kinkole, où nous sommes allés pour donner une petite impulsion aux mamans maraîchères, parce que nous avons l'impression, comme vous l'avez dit, qu'on est tellement focalisé sur la guerre de l'Est qu'on oublie qu'il y a des mamans ici qui n'ont même pas de bêche, même pas de houe, même pas d'arrosoir, alors qu'ici à Kinshasa, nous mangeons des légumes, nous mangeons toutes ces affaires qui sont produites par ces mamans-là. Nous avons eu l'occasion de soutenir un grand nombre de mamans au niveau de Kinkole et le besoin est immense. Je crois que c'est le rôle du gouvernement de penser à toutes ces mamans qui soutiennent tant soit peu l'économie de ce pays, mais aussi l'autosuffisance alimentaire, parce qu'on en a besoin. Est-ce que vous partagez le point de vue du professeur Biyoya? La femme congolaise ressemble à son pays, la République démocratique du Congo, belle, enviée, convoitée, mais qu'émenderesse? Pas dans les mêmes termes. Je crois que le professeur Biyoya, il a dit dans des termes qui lui sont très propres. Moi, c'est ce que je pense de la femme. Je pense que la femme congolaise, elle est combative. Et c'est vrai qu'elle n'échappe pas à la conjoncture, parce que le Congo est ce qu'il est aujourd'hui. Mais je n'aimerais pas qu'on puisse avoir un cliché sur la femme congolaise comme si c'est la dernière des demanderesses. Non, je ne suis pas d'accord sur cette question.
Parce que, madame, je vous rappelle que les fonctionnaires ne tiennent aujourd'hui que parce qu'il y a des femmes qui se réveillent à 4 h du matin pour aller vendre le pondou, aller vendre du pain, aller vendre les makala. Les femmes qui sont violées, qui sont malmenées dans tous les cas, dans tous les sens, mais elles le font pour maintenir leur foyer, maintenir leur famille. Il n'y aurait pas ces femmes, comment les gens survivraient dans ce pays? Je crois que moi, je n'irai pas dans ce sens-là. Je laisse au professeur la responsabilité de ses propos. Il n'a pas tort quand il dit que c'est vrai que les femmes passent leur temps à demander la parité. Non, moi je suis d'accord là-dessus qu'il faut plus demander la parité. Il faut agir carrément. Nous allons clore ce chapitre de la femme. Nous allons aller un peu dans les airs. Comme vous le savez, la question que l'on se pose, est-ce que la plupart des avions qui survolent notre espace aérien, ces avions sont-ils vraiment assurés? C'est la réponse que la question qu'on a posée à Mathieu Bikoutou, qui est expert en matière d'aviation. Nous allons donc le suivre dans ce dossier et nous allons suivre l'incinération des produits avariés par l'OCC. Ne juge pas opportun de s'assurer. Pourtant, l'assurance est une obligation. En République démocratique du Congo, comme partout ailleurs, aucun avion ne peut voler sans assurance. Généralement, le problème est lié à la qualité de la flotte. Plus l'avion est vieux, plus l'assurance coûte cher. Plus l'appareil est récent, plus l'assurance est moins coûteuse. Que faire alors quand il y a crash? L'expert Mathieu Boukitou répond. D'abord, il y a l'enquête qui va se faire au niveau technique. Et il y aura une enquête judiciaire. L'enquête judiciaire devra démontrer si cette compagnie ou cet avion était effectivement assuré. Et sinon, écoutez, c'est la justice qui fera son travail. Une compagnie qui n'est pas assurée, de la contraindre à payer. Généralement, la moyenne d'âge du parc aérien dans notre pays, il est de plus de 20 ans. Mathieu Boukitou propose quelques pistes de solutions aux autorités du pays, notamment le contrôle régulier des appareils volant sur le sol congolais. C'est aussi un travail qui doit être fait par les autorités du pays. Pratiquer des contrôles réguliers pour que ces compagnies soient obligées de s'assurer. L'AAC a décidé que pour créer une compagnie aérienne ici, on puisse prouver qu'on a le moyen de faire vivre cette compagnie aérienne. Les autorités du pays auront quand même à prendre quelques décisions qui, à mon avis, seront salutaires pour l'aviation du pays. Ce énième crash produit à Goma lundi dernier devrait interpeller le gouvernement congolais à être plus rigoureux, non seulement en matière d'assurance, mais aussi dans le contrôle technique. L'objectif étant d'éviter la reproduction de ce genre de drame. La RDC n'est pas une poubelle, telle est la devise de l'Office congolais des contrôles qui veille à l'importation de tous les biens de consommation de première nécessité qui traversent la frontière congolaise. L'OCC a pour ce faire saisi plus de 3 tonnes de dentifrice des marques Aquafresh fabriquées en Afrique du Sud et dont la date avait déjà expiré depuis plusieurs mois, mais aussi 2 tonnes de levure de marque Baking Powder expirées. Ces produits sont arrivés frauduleusement dans le village Luzolo, au district de Lukala, dans la province du Bas-Congo, en provenance d'Angola par les circuits des commerçants véreux qui importent ces produits impropres à la consommation. Objectif, les revendre aux paisibles citoyens. En vacances parlementaires dans son fief, l'élu de Kassangoulou, Jean-Claude Vouemba, a été saisi et s'est impliqué avec l'autorisation du numéro 1 de l'OCC pour incinérer ces produits. L'élu de Kassangoulou, Jean-Claude Vouemba, et l'ADG de l'OCC, Albert Kassongo, se disent déterminés à ne rien laisser passer de nocif aux frontières congolaises. En ce qui concerne les produits avariés impropres à la consommation, je serai partout où ce travail m'appellerait. À chaque fois que vous voyez des produits périmés, que ce soit au Wenza Bayaka, Wenza Gambela, Wenza Massina, n'importe quel Wenze, avisez, avertissez les agents de l'ordre pour qu'on puisse venir le détruire. Parce que c'est ça qui nous tue. Nous devons rester vigilants pour que ce pays, qui fait face à toutes sortes de guerres, des guerres chimiques et des guerres biologiques, nous devons plus que jamais être vigilants. Les représentants du procureur général de Mbanza-Ngungu a affirmé la poursuite judiciaire de ces commerçants ennemis de la population.
Le secteur national de l'assurance va connaître une mutation heureuse avec l'implication de l'INSIA dans ce domaine. C'est ce qui a été démontré ce jeudi au Grand Hôtel Kinshasa lors de l'ouverture et même de la clôture de l'atelier de sensibilisation des entreprises du portefeuille de l'État sur la nécessité de l'extension de la protection sociale par la mise en œuvre de l'assurance maladie obligatoire. Ouvert par le ministre de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale, Modeste Bahati-Lukwebo, l'atelier de ce jour a bénéficié de la conjugaison des efforts croisés de la primature, du ministère du Travail tout naturellement, du programme national d'appui à la protection sociale. L'assurance maladie est indispensable à tout employé et employeur. Il est évident que la protection sociale concerne toutes les couches de la population, active et inactive. Pour répondre à ce devoir d'État, la loi sur les mutuelles appelée à régir notamment les mutuelles de santé est déjà adoptée par le gouvernement et va bientôt être envoyée au Parlement. Alfred Yameogo, directeur général de INSIA Vie Congo, est revenu sur l'importance des produits que propose sa société, une société africaine, pour répondre aux questions africaines d'assurance. La RDC est un très grand pays avec d'énormes besoins et je pense qu'au niveau donc, des autorités, il y a une réforme donc, qui est en cours et qui permettra donc à